Salut, j'ai acheté cette DSRX il y a un peu plus d'un mois et ça doit faire un millier de kilomètres que je roule avec. Comme c'est un long week-end et que je suis tout seul à la maison, je me suis dit que c'était le moment de partager mes impressions. Alors encore une fois, j'ai profité que ma femme n'était pas là pour me mettre à l'abri à l'intérieur. Au final, je trouve ça plus pratique, d'autant qu'il fait nuit. Alors, au premier abord, déjà, elle est nettement plus grosse que la DS et les S, DSR, etc. Elle pèse aussi plus lourd, avec 245 kg contre environ 200 kg pour la DS. Mais pour être franc, ça se sent pas vraiment. Au niveau de la selle, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle n'est pas si haute que ça. Je la trouve même un petit peu basse à mon goût. Ce qui me donne un angle de cheville qui est un petit peu inconfortable en freinant. Ce qui devrait pouvoir se régler en rabaissant un petit peu le levier de freinage, mais je ne l'ai pas encore fait. Alors, autre différence avec la DS, elle est beaucoup plus puissante. Et sur l'accélération, ça se ressent vraiment, hein. Ça tire vraiment sur les bras, c'est jouissif. L'avantage par rapport à ma DS, c'est que celle-ci a le traction control, ce qui évite de partir en patinage sur le mouillé comme avec ma DS, surtout avec les pneus d'origine qui n'étaient pas terribles. Les pneus d'origine sont bien mieux adaptés à la route. Je sais pas trop ce qu'il en est du tout-terrain, j'ai pas fait de tout-terrain sérieux avec, juste des mauvaises routes et des petits chemins. Alors on a plusieurs modes de conduite qui sont inclus avec la moto, qui jouent sur le bridage en vitesse, en couple, sur la progressivité de la poignée, le mode du traction control, la régénération au freinage, le frein moteur. Comme sur la DS, on peut en créer un perso. L'ergonomie pour passer d'un mode à l'autre, et de manière générale, pour tout régler sur la moto, que ce soit les poignées chauffantes, la marche arrière, les paramètres de charge, tout se fait par un bouton qui de toute évidence est un commodo de clignotant qui a été réutilisé pour ça, et sur lequel on fait des appuis longs, des appuis courts, à droite, à gauche et au milieu. C'est pas très ergonomique. Concernant le bridage de vitesse et de coupe, même remarque que pour ma zéro précédente, je vois pas l'intérêt. Quand je veux accélérer moins, eh ben je tourne moins la poignée. Y a qu'à la police qu'on dit qu'on n'a pas fait exprès de rouler vite, hein. On le sait en général quand on roule vite. Je dirais même que c'est dangereux en fait. Si je veux doubler un camion et que j'oublie que j'étais en mode éco, tout mou, je vais me faire une frayeur. A l'inverse, si vous roulez tout le temps en mode éco et que vous basculez en mode sport pour faire le malin, on le fait tous, vous risquez de mal juger l'accélération, donc pour moi c'est tout en full tout le temps, et je module à la poignée. Je mets quand même le traction control en mode pluie sur le mouillé. Donc la moto est équipée d'un régulateur de vitesse, là c'est un bouton qui est symétrique au bouton du klaxon. C'est rigolo, c'est pas forcément extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'il faut faire un appui long sur ce bouton pour activer le mode régulateur de vitesse, jusque là pourquoi pas, et ensuite il faut appuyer de nouveau sur ce bouton là pour verrouiller la vitesse en cours. Dans la pratique, c'est pas si facile que ça, puisque on a déjà une vitesse grâce à la poignée, et il faut attraper un bouton avec la même main. C'est souvent à 5 km/h près, on a du mal à faire plus fin que ça. Alors maintenant, la question récurrente, l'autonomie. Alors, je ne l'ai pas encore poussé à bout de son autonomie, mais en me basant sur les mêmes trajets, je constate une autonomie d'environ 30% meilleure qu'avec ma DS 12,5 kWh. Sauf que ça, c'est une 17,3 kWh. En appliquant un ratio par rapport à mon ancienne, que je connaissais mieux, j'estime qu'on devrait pouvoir faire 200 km en usage plutôt calme sur départemental, mais avec un dépassement dynamique de temps en temps. Ça devrait être 150 km dans des conditions plutôt défavorables, froid ou voire rapide. Et en conditions très défavorables, c'est-à-dire froid et voire rapide, vous dépasserez probablement à peine les 100 km. Il y a un mode que j'avais pas dans la précédente, qui est la possibilité de passer à 110%. Jamais testé, pas l'intention de le faire trop. Si on dit 200 km, on devrait pouvoir faire du 220 km. Je crois que c'est pas très bon pour la batterie de le faire trop souvent. Je suis revenu dehors pour parler un petit peu de la charge. Cette moto a seulement le chargeur de série de 6,6 kW. J'ai pas l'option Charge Tank, c'est 12 kW. Donc on pourrait se dire que quand on le branche sur une wallbox 7 kW, 32 ampères, on devrait obtenir 6,6 kW. Or, c'est pas le cas. On n'a que 3,3 kW. Et pour ça, il faut regarder un petit peu les petits caractères dans le manuel. Ah, voilà, qui commence à faire le bruit.
Si on regarde les petits caractères dans le manuel, on voit que les 6,6 kW ne sont obtenus que si on met sur une borne triphasée. Si je me branche sur une borne triphasée, en l'occurrence une borne 3 x 32 ampères, celle-là une 22 kW, j'obtiens bien mes 6,6 kW directement. Alors je me suis un peu renseigné là-dessus. En réalité, la moto n'est pas équipée d'un chargeur unique 6,6 kW, soit 28 ampères, mais de deux chargeurs de 3,3 kW, donc 14 ampères chacun. Sur la version Europe de cette moto, ils en ont branché un sur chaque phase. Ce qui comprend bien au Benelux ou en Allemagne où les chargeurs triphasés sont majoritaires. Par contre, en France ou au Royaume-Uni, en Espagne, on a beaucoup de bornes 7 kW en 1 x 32 ampères. Très peu de gens ont du triphasé chez eux, et même les entreprises installent souvent des bornes monophasées. Et je m'étais fait un câble triphasé court pour la moto, alors j'ai eu l'idée de le modifier pour vérifier ce qui se passe quand on branche deux phases de la moto sur une phase de la borne. Donc voilà, à titre d'expérience, le petit câble expérimental que j'ai fait. Et là, on voit qu'une fois qu'il est inséré entre celui de la borne et la moto, on récupère bien les 6,6 kW, pourtant toujours sur la même borne. Voilà la moto qui charge dans son environnement habituel, c'est-à-dire raccordée à une prise renforcée avec le câble de recharge d'une Zoé, qui lui permet de récupérer les 3 kW, ce qui est largement suffisant dans la mesure où je fais des recharges la nuit. Un truc qu'on entend sûrement là, c'est que la moto est quand même assez bruyante quand elle charge. Je profite que je suis dans le garage pour montrer la courroie. Là, on voit une ancienne courroie de la 0DS, les versions 2015-2016 qui avaient une courroie assez fine. Donc j'en ai cassé quelques-unes, j'en ai gardé pour le souvenir. Et on voit qu'ils ont quand même dimensionné beaucoup plus gros. Au niveau confort, il y a une nette amélioration par rapport à ma DS. La selle est plus large et je retrouve la qualité des suspensions que j'avais sur ma GS, hein, ma BMW. Alors, il y a quelque chose qui est super sur cette moto, c'est ce grand rangement. Ça, c'est très pratique. Là, pour l'instant, je m'en sers pour mettre le vêtement de pluie, la combinaison intégrale pantalon et veste de pluie. Ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture est relativement petite par rapport... On peut aller jusque là, en fait. Et ça, c'est bien parce que ça permet de se passer de top case. Ça permet de transporter un câble de charge s'il est suffisamment compact. Il y a un petit peu d'espace sous la selle. Un tout petit kit d'outils. Et notamment une clé Torx. Je vais découvrir directement en live, j'ai jamais ouvert ces trucs-là. De chaque côté, il y en a un à gauche, un à droite, et il y a des espèces de bajoux là, qui s'ouvrent avec des torques, alors bon... Ah oui, ça tombe carrément. De mettre des choses genre kit anti-crevaison, choses comme ça dedans. Bon ben voilà, il y en a un de chaque côté. Autre chose important au niveau du rangement, c'est que de base, la seule platine qui existe, c'est la platine de SW Motec. Donc, en théorie, si on en suit l'avis de Zéro, on ne peut mettre que des top case SW Motec. Et que un modèle. Il n'y en a qu'un. Il est carré, il n'est pas très grand. Je suis pas parti là-dedans. Il y a un truc tout simple en fait, c'est que j'ai acheté la platine, donc je sais plus combien, assez cher chez SW Motec, c'est peut-être 150 €, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi acheté chez SW Motec le kit pour la convertir en JV. Des petits tétons là, qui sont qui sont pas mal, c'est quand même bien fait, et c'est quand même bien de la part de SW Motec qui vendent un kit pour convertir leur propre platine pour pouvoir accepter les top cases des concurrents. Donc je me suis acheté pour 50 € un top case JV d'occasion. Clic. Certaines fonctionnalités se contrôlent par une appli. J'ai galéré avec le mécanisme d'inscription qui s'est planté plusieurs fois avant que ça marche. L'ergonomie, j'en suis pas fan. Il y a des choses qui sont dans un franglais dégueulasse. Au niveau des autorisations que ça demande, ça me rassure pas plus que ça. Au niveau RGPD, vie privée, bof. Alors, les deux choses pour lesquelles je m'en suis servi de l'appli, après j'y touche plus, c'est pour créer un mode personnalisé, voilà, un mode perso dans lequel j'ai enlevé les limitations de couple et de vitesse, mais je mets quand même du régénératif.
et aussi pour programmer les heures de charge qui correspondent à mes heures creuses. Ça se fait dans l'application, uniquement dans l'application. Il y a deux réglages d'heures, dont le deuxième, je sais pas ce qu'il fait, parce que c'est tellement mal traduit que ça n'a aucun sens. Donc voilà, pour l'appli, moi, pas enthousiaste.